après ça? Alors... non, je ne veux pas rajouter grand-chose à ça, parce qu'en fait, c'est assez symétrique, parce que... Bon, moi, j'avais pas 6 ans, j'avais 8 ans. Bon. Puis alors moi, par contre, j'ai tout foiré. Moi, les examens, je les ai jamais eus à l'école et tout. C'est une catastrophe. Moi, je prépare le texte à lire, etc. C'est que des bonnes élèves, des filles. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi, c'était une catastrophe totale. Alors, je suis arrivé au Beaux-Arts, moi, pour le coup, pas du tout pour... c'est pas la question du tout d'un rapport, par exemple, artisanal au livre. Pour moi, la question, à un moment, ça a été... parce que la vie de famille était très compliquée et je me dis, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'évader, quoi, comment je peux me barrer, quoi, en gros, quoi. Et tiens, il y a un concours des Beaux-Arts, c'est très bien ça. Et puis j'aimais ça, j'aimais beaucoup dessiner, tout ça. Et puis il y a vraiment un moment, je me suis rendu compte que l'écriture c'était trop... Parce qu'en fait, moi j'ai commencé à 8 ans à écrire, j'arrêtais pas. Et puis il y a quand même un moment, je me suis dit... En fait, je me suis aperçu... c'est un peu du lourd, hein, je vais y aller un peu avec mes gros sabots, là, vous me pardonnerez. En fait, quand mon père est mort, j'ai essayé d'écrire là-dessus. Et je me suis repris une feuille comme ça, mais j'avais 15 ans, quoi. Tac, j'écris, puis j'écris un mot. Je me suis arrêté, je me suis dit, putain, mais c'est grotesque, c'est obscène. Tu ranges ça, et j'ai pas touché un stylo pendant 7-8 ans. Mais sauf qu'il faut bien faire quelque chose, quoi. Et je me suis dit, les beaux-arts, c'est super. Alors je vais faire les beaux-arts, parce qu'au moins, comme ça, je pourrais quand même faire quelque chose dans un rapport à la création, mais pas d'aussi obscène, pas aussi dangereux, pas aussi... Puis au fur et à mesure alors après je suis rentré aux Beaux-Arts, et au fur et à mesure j'ai commencé à reprendre des anciens manuscrits à moi que je découpais, que je mettais dans les tableaux. Et puis après je faisais des collages, après des mots de plus en plus gros, etc. Puis après j'ai viré la peinture et j'ai gardé que les textes. Puis je sais, bon, j'ai peut-être un problème quand même. Et puis au fur et à mesure l'écrit est revenu. Mais c'est vrai que les Beaux-Arts ont été très importants parce que ça m'a permis d'approcher l'écriture comme matière, comme matériau. Et je me souviens par exemple, j'avais vu une lecture, j'avais assisté à une lecture de Novarina qui était venue. Ça m'avait tellement sidéré. Ça, c'est évident par contre que ça a influencé ma pratique après, quoi. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, effectivement, quand c'est des questions, quand vous êtes. Je ne crois pas tellement aux questions de vocation, mais je crois que par contre, quand on se raconte à 6 ans, 8 ans, dans son petit pavillon pourri, quand on se raconte qu'on a quelque chose à voir avec l'écriture, je pense que la vocation, on se l'invente et qu'elle devient vraie. Et qu'à un moment, vous ne pouvez plus, ne pas vous poser la question à un moment dans votre entrée dans la vie adulte. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de faire avec ça. Peut-être pour vous dire que vous ne le ferez pas d'ailleurs, mais que vous êtes en tout cas obligé de régler les comptes de ce que vous aviez décidé de vous, ou vu de vous quand vous étiez enfant, quoi. Mais pareil, moi dans l'enfance, une conviction je ne peux même pas dire littérature d'ailleurs, mais de l'écriture, une conviction de ça, mais alors que moi il n'y avait pas d'hostilité chez moi par contre. Il y avait deux trucs que je voulais dire beaucoup par rapport au milieu ouvrier, c'est que en tout cas chez moi, il n'y avait pas du tout d'hostilité par rapport à l'écriture. Il y avait juste une parfaite indifférence et une parfaite... Voilà, c'est dans la vie des gens, des autres, mais ça n'existe pas, ni pour ni contre, juste rien à foutre en fait, on ne sait pas de quoi c'est, on s'en fout. On a un fils, il est un peu bizarre, il est toujours malade, et puis il lit. Mais voilà, enfin rien de plus, quoi. Il est un peu bon. Il est un peu féminin, vous voyez, il a un truc, il est un peu bizarre, il n'aime pas trop le foot, il est bizarre. Il est sensible, ouais, il est sensible. Il y a des trucs comme ça, quoi. Et il y avait ça, moi, ça m'énerve. Tout petit, déjà, ça m'énervait. Donc, il y avait ça, il y avait donc pas de défiance. Et puis, le propos, je voulais juste réagir sur ce propos les gens de milieu modeste. En fait, non, c'est milieu ouvrier, mais pas modeste. Enfin, c'est vrai que c'est comme les gens de peu ou je sais pas quoi, mais modeste par exemple, je dis non, ils étaient pas modestes en fait. Il y en a même certains qui étaient même carrément prétentieux, quoi, en fait. Mais milieu ouvrier, ouais. Ouais.
Quand on regarde, là pour revenir à vos œuvres, à vos personnages, il y a un point qu'on retrouve dans vos travaux à tous les deux, c'est cet affranchissement. Les personnages inventent une route d'une certaine manière et sont souvent interrogent le lien et sont souvent dans ce besoin d'affranchissement. Voilà. Est-ce que ça vous parle quand on vous... S'éloigner de la cellule familiale et fuir, on retrouve quand même ça assez fréquemment. Non, mais je crois que pour le coup, Véronique et moi, mais d'autres, on est vraiment... Enfin, tu me détromperas si je dis n'importe quoi, mais je pense qu'on est... Il y a une question générationnelle, c'est vrai, mais il y a une question sociologique quand même plus profonde que ça, qui est un enseignement en plus qu'on a dans les milieux ouvriers, qui est très paradoxal, qui est, on vous dit, pendant toute votre enfance, en gros, on vous dit qu'il ne faut pas être comme vos parents. En gros, on vous dit qu'il faut faire des études, qu'il faut travailler, qu'il faut être mieux que ses parents quand même, quoi. C'est-à-dire réussir dans la vie, tout ça. Et alors donc on vous dit qu'il faut être bon à l'école. Et puis évidemment, alors peut-être parce que 6 ou 8 ans vous interprétez les trucs, vous pensez que le langage quand même c'est un moyen pas trop mauvais pour s'en sortir en fait. Maîtriser le langage c'est pas rien. Et la littérature, l'écriture, c'est partie de cette capacité, de ce possible là pour faire un pas quoi, pour sortir de là d'où on vient ou de... sauf que ce qui est très paradoxal là-dedans, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, on vous demande une certaine trahison, en fait, aussi. Et donc c'est un rapport très compliqué après sur la légitimité par rapport à l'écriture. C'est que ce qui vous a construit dans votre désir, j'allais dire d'évasion, d'émancipation en tout cas, ce qui vous a construit là-dedans est aussi ce qui fait que vous écrivez est aussi ce qui est aussi quand même un rapport ambivalent avec là d'où vous venez. Oui, ce qu'écrit Annie Ernaux sur ce statut un peu délicat de transfuge. Ouais. Quoi, et ça, pour le coup, il y a vraiment quelque chose de sociologique, et donc que nos personnages soient marqués par cette question-là mais bon, la littérature, de toute façon, est traversée par ça, mais c'est vrai que chez nous, et peut-être évidemment, générationnellement, c'est quelque chose qu'on peut voir d'un seul coup. C'est vrai que la littérature n'appartient plus qu'à qu'à des gens issus d'un seul milieu. Là, on peut trouver des écrivains qui viennent de milieux différents. Et évidemment, ça change le rapport que les gens entretiennent à l'écriture, obligatoirement. Et donc, dans les personnages, oui, qui soient portés par cette question-là du besoin de faire ce saut. C'est un moteur romanesque aussi, chez vous, Véronique. Partir, inventer un modèle ou une route. Oui, enfin, je me rends compte en effet que quasiment dans tous mes textes, il y a la nécessité de se libérer et de s'émanciper d'une entrave. Alors, ça peut être lié en effet à un milieu social, mais c'est aussi souvent lié au statut des femmes, parce qu'en fait, c'est intéressant ce que dit Laurent là-dessus, parce que mais chez moi, le fait est qu'on était deux filles, deux sœurs, et mon père n'avait pas du tout ce type de propos concernant ses filles. On n'était pas censé trahir, on n'était pas censé être différente du milieu, on n'était pas censé s'extraire du milieu, tout simplement parce qu'on était des filles. Donc comme on était des filles, on n'était pas censé travailler après. Donc il fallait être bonne élève, parce que c'est bien d'avoir des filles bonnes élèves, mais c'était avoir un boulot, c'était parce que j'ai l'impression des fois d'avoir été élevée au 19e siècle, mais c'est un peu ça, c'est qu'en fait avoir un boulot, ça veut dire que nos maris n'étaient pas capables de subvenir à nos besoins. Donc moi, on m'a jamais dit il faut que tu aies un travail. On m'a toujours dit j'espère que tu seras jamais Catherinette. Alors, ça paraît un peu bizarre, parce que des fois, quand je raconte ça, j'en parle à mon compagnon, et il me dit, on dirait que tu as été élevé par tes grands-parents, enfin par une autre génération, comme s'il y avait eu un saut de génération. C'est vrai que moi, quand j'étais gamine, les gens... moi, je suis née dans les années 70,
c'est vrai que dans les années 80, quand j'avais 15 ans, on disait moins souvent, enfin fin des années 80, il y avait moins de parents de mes amis qui avaient ce type de propos. Moi, j'étais vraiment dans un système qui était très archaïque. Et du coup, il y avait cette nécessité, évidemment, de transgresser un interdit qui était lié à ma nature féminine, je dirais. Et du coup, c'était pas rien, cette affaire-là. Je pense pour ça aussi qu'il y a beaucoup de mes personnages féminins qui sont des personnages qui s'émancipent, qui s'affranchissent et qui sont entravés par un milieu social ou par un homme ou par je ne sais quoi. En fait, il y a quand même cette nécessité, et j'aime assez ce genre d'héroïne un peu amazone qui, de façon très complexe d'ailleurs, et jamais univoque en fait, mais en tout cas de façon, avec leur manière à elles, s'extrait de quelque chose. Ça me semble... Enfin, en effet, c'est quelque chose soit ce sont des personnages principaux de mes textes, soit ce sont des personnages secondaires, mais il y a souvent ce genre de personnages. Je ne sais pas pourquoi ça me réconcilie avec la réalité quand j'écris des histoires où il y a ce genre de petits personnages, ces petites guerrières-là. Ouais, puis ça, c'est des choses qui sont des moteurs aussi, parce que... moi, j'ai quand même l'impression, après, les écrivains font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent avec leur imaginaire, mais qu'en même temps, quand on a la sensation d'être un peu des survivors, en fait, du milieu d'où on vient, c'est comme si, moi, j'ai souvent l'impression, c'est toi, par exemple, c'est marrant, dans tes livres, ça me frappe, par exemple, le rapport à l'idée du déplacement géographique. Et, tu vois, de les faire ailleurs. Moi, c'est une question qui me tracasse en ce moment. Et je me dis que cette question-là, tu vois, pour moi, c'est une façon de toujours se poser la question de ce déplacement, du comment. Alors se dire, par exemple, non, on n'est toujours pas revenu d'avoir eu la chance à un moment d'avoir l'écriture pour sauver notre peau. Parce que on en connaît qui n'ont pas eu cette chance-là. Moi, je connais des gens qui étaient avec moi, etc. Déjà. Ils sont toujours dans le village, machin, ils font ceci, ils font cela. Puis je les vois, bon. Et souvent, je pense à ça en me disant, évidemment, moi, je vois ma vie avec ce que j'en ai fait. Et souvent, je me dis que mes personnages sont des hypothèses de ce que j'aurais pu être si j'avais pas eu les livres. Donc, violeur, suicidé, enfin tout quoi. Mais parce que cette question-là, elle se pose quand vous savez que la question de l'emprise sociale, de l'emprise, mais ça peut être effectivement femme, par exemple. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai un livre qui est Apprendre à finir dans l'héroïne est une femme, et où la question est précisément la question de l'émancipation féminine dans cette idée comme ça une femme, elle se doit comme ça à l'homme de sa vie. Voilà, avec l'homme de sa vie, et sauf qu'à un moment... Ça revient souvent dans tes romans, cette histoire de femme, ou même qui se doit au deuil de l'homme. Mais parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup quand j'étais enfant, et moi, justement, comme j'étais un petit gamin souffreteux et tout ça, la caricature du petit gars écrivain, j'ai beaucoup vu les femmes. Et j'entendais ce qu'elles disaient, je voyais très bien leur vie, espèce de vie autour du café, où on parle des autres, voilà. Alors les hommes, c'est une espèce c'est comme Dieu, quoi. L'homme, il est jamais là, mais par contre, on parle que de lui, quoi. Alors des fois, puis vous voyez, des fois, il y a la nappe qui est préparée avec le repas comme ça, et il va venir, des choses comme ça. Et moi, c'est des images qui m'ont énormément frappé, et qui d'une certaine manière, je me suis vu du côté des femmes de ce point de vue-là, quoi. Et tout ça, c'est lié, c'est la même chose, politiquement, sociologiquement. Tout ça, pour moi, c'est la même chose. Ce qui est marrant, c'est qu'à partir de cette base, quand vous décrivez le terreau familial, la pesanteur, l'absence de communication, la famille disloquée ou rongée par différentes névroses ou autres, vous le traitez de façon, pour le coup, vraiment différente. Toi, Laurent, avec un parti pris plutôt réaliste, assez sombre. Toi, Véronique, avec un parti pris là...
plus particulier, fantaisiste, non, qui peut être poisseux de temps en temps, mais plus baroque, décadré, délocalisé. On se retrouve en Amérique latine, on se retrouve dans des endroits à la fois Cette histoire concrets, de abstraits. la nomination, déjà, on a l'héroïne des Vies d'oiseaux, s'appelle quand même Vida Gastoruzou Izara. On est sur l'île de Vatapuna, on est sur la colline Dollar. On a des. Voilà, Moi j'adore les mots, les noms. Il faut que ça sonne en fait, ces trucs-là. Voilà, Évidemment, le personnage qui s'appelle. Il faut avoir un nom de héros. Vida Gastoruzou Izara, ça se pose là quand même. Moi j'ai besoin de ces personnages-là qui ont des noms comme ça un peu. Ou des noms de famille, même simplement juste un petit nom de famille. Vous disiez que ça ne pouvait pas se passer réellement en bas de chez vous. Et donc justement, on revient un peu à ce pas de côté que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure. Vous êtes obligé de passer par là, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça m'assécherait en quelque sorte. Ça assécherait une forme d'imaginaire ou d'invention. Donc, je crois que dès le départ, il y a eu cette nécessité de faire ce pas de côté dont je parlais, et j'ai continué. C'est la pente dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est ma pente. Je vais toujours un tout petit peu à côté, un tout petit peu plus loin. Mais au début, c'était compliqué quand j'ai commencé à publier des livres parce que on me disait toujours, mais rapproche-toi plus du réel. Je me souviens, c'était un truc qu'on me disait souvent, que des éditeurs ou des journalistes me disaient, rapproche-toi plus du réel quand même, parce que là, tu nous emmènes, on ne sait pas trop où. Mais en fait, j'essayais. Je commençais une histoire qui se passait pas loin de chez moi, voilà. Et puis très vite, ça dérapait. Je n'arrivais pas à continuer à coller finalement à une réalité parce que je crois qu'en fait c'était insatisfaisant pour moi au moment dans le processus de l'écriture. J'ai besoin de cette invention qui est soit totalement flamboyante comme dans Vera Candida où là ça se passe, c'est tropical, ça se passe au bout du monde, c'est voilà, très onirique. Oui, mais il y a une part d'onirique, il y a une part de mythe. Tu vois, dans Vera Candida, si tu veux que. Oui, en même temps, c'est dans la façon dont on suit les personnages. En même temps, moi, je trouve ça très réel en même temps. Oui, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'une. Voilà, moi, je trouve que les personnages, ils sont. Voilà, territorialisés, c'est ça qui est étonnant. Voilà, c'est détérialisé, mais à l'intérieur de ça, on est dans quelque chose. Moi, je trouve. Moi, en tant que lecteur, pour le coup, je suis vraiment avec les personnages et dans leur. J'ai envie de dire, dans leur quotidien, j'y crois, moi, à leur vie. Oui, j'y crois complètement. Leurs soucis sont très proches de. Voilà, moi je trouve que c'est très humain, c'est très. Mais dans leur quotidien. Mais parce que c'est ça qui m'intéresse, évidemment, parler de nous, mais je ne peux pas faire autrement que de le déplacer. Non, parce que c'est vrai que si on dit comme ça, par exemple. Mais ouais, parce qu'on a l'impression que c'est un truc un peu merveilleux, bling. Voilà, si on dit comme ça à des gens qui n'ont pas lu, ils vont se dire ah, c'est le monde merveilleux de Véronique Ovaldé, alors que. Toute chose scintillant, ça se passe quand même sur une île radioactive dans le Grand Nord. Mais en même temps, c'est tout à fait ça, par exemple, de dire scintillant pour parler d'une île radioactive, par exemple. Ça veut dire qu'on va pas être l'emballage comme ça peut paraître très onirique et très c'est tropical, etc. Mais sauf que quand on y regarde dans le détail, vous allez avoir plein de petites choses qui vont nous mettre dans un monde très réel quand même, très mais j'aime beaucoup ça, enfin j'adore ça en fait, cette espèce d'une première impression que c'est quelque chose un peu sucré, puis en fait quand on s'approche évidemment c'est très venimeux et pas venimeux, enfin aussi venimeux peut-être, mais vénéneux, enfin c'est plutôt ce mot-là, mais vous voyez, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature par exemple japonaise, cette espèce de mélange, ça a l'air comme ça très anodin, très innocent et en fait c'est atrocement cruel. J'aime bien ça, j'aime bien ce mélange de burlesque et de trucs un peu atroces. Donc j'ai écrit des textes comme ça qui pouvaient être comme de ce genre-là. Après, ils se modifient, ils sont très différents les uns des autres finalement, tous ces romans-là. Et là, le dernier roman, Des Vies d'oiseaux, finalement, ça pourrait être en effet une ville balnéaire, n'importe quelle ville balnéaire, pas très loin de chez nous. C'est ce qui est bien d'ailleurs dedans. Je trouve que c'est ce qui est... Parce que ça fait pas collage en même temps, j'allais dire ce collage, mais en même temps ça fait pas collage, parce qu'on est complètement dedans, on y croit complètement. Effectivement, la question de savoir si ce pays il existe, etc., au bout d'un moment on s'en fout. Mais par contre, la vie de ces gens, par contre on y croit. Le rapport des personnages entre eux, moi j'y crois complètement, quoi. Je suis complètement dans quelque chose de très... C'est de l'ordre... En fait, quand on entre dans ce livre, on se dit... c'est un truc panoramique comme ça, grand plan, large, tout ça. Et puis en fait, non, c'est comme dès qu'on est avec les personnages, c'est souvent très détaillé, très intimiste, dans le gros plan. Et moi, je suis très sensible à ça. Moi, c'est des choses qui me plaisent et c'est ce qui fait que les livres de Véronique me touchent. Parce que justement, quand je suis avec les personnages,
le fait de déplacer une chose comme ça ou comme ça dit quelque chose et c'est très présent et ça a beaucoup de force. Et ça dit autant que le personnage, que le lieu luxuriant, etc. C'est vrai, ouais. Toi, Laurent, on a l'impression au contraire que tu t'attaches de plus en plus à beaucoup au réel. Ça peut être l'histoire récente, on l'a vu avec la guerre d'Algérie, ça va être un fait divers, ça va être le stade du Heysel dans la foule, ça va être un fait divers d'un SDF tabassé. Comment ça se passe? Est-ce que là je crois que tu travailles sur le tourisme mondialisé, j'ai cru lire ça. Comme s'il fallait, je balance tout. Comme s'il fallait s'emparer du présent, de la réalité, de l'actualité, avec le moins d'artifice possible, ou y aller plus frontalement, plus avec urgence. En fait, on est moins dans des récits intimistes comme les premiers, on est dans autre chose qui essaie de s'emparer davantage de... Oui, voilà, non, en même temps, pour moi, c'est quand même la même chose. C'est un peu la même chose, sauf qu'il y a un moment... Par exemple, après, c'est des questions que je me pose moi, mais dans ma pratique au quotidien, comme ça, à un moment, jusqu'au 4e livre, le type, quand il est amoureux d'une fille, elle a forcément la peau très blanche. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes les filles aux peaux très blanches? Pas particulièrement. Je réfléchis à ça, puis je me dis, mais pourquoi? Et en fait, je sais pourquoi. Parce que c'est lié à un goût que j'ai dans la littérature du 19e siècle. Et je me dis, j'ai pas encore réussi à me débarrasser de mes clichés. Non, le type, là, il est normal, il travaille normalement, dans une vie normale. Il faudrait que je réussisse à penser ce que serait comme ça, aimer une fille comme ça dans la rue, une vie normale. Donc, du coup, on se dit, c'est pas grand-chose, sauf que si on essaie de le faire d'imagination, c'est impossible. Moi, je n'y arrive absolument pas. Donc, je suis obligé de descendre dans la rue, de suivre des filles dans la rue. Et donc, je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Et par exemple, le livre sur la première version que j'avais fait sur ce que j'appelle Oubli, sur le supermarché, j'avais fait des vigiles comme ça. Et en fait, les vigiles, c'était des Men in Black. Et ça ressemblait pas... C'était pas vrai. Et je me suis dit, il y a un truc qui déconne dans ce livre, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et je suis allé en banlieue de Toulouse, dans un des plus grands supermarchés en France. Truc bien celui-là. C'était pendant les vacances d'été. Je suis allé 2-3 fois comme ça. Et donc j'y allais, je prenais des notes. En fait, avec ma femme, on est super bien au point. Puisque moi j'ai le calepin et elle me dit des choses comme ça et on fait ça en vitesse très vite comme ça. Alors les gens nous regardent, ils disent bon voilà, je voulais prendre des photos mais c'était un peu plus compliqué dans le supermarché parce que pour le coup les vigiles commençaient à nous regarder. Mais vous avez des images extraordinaires pour moi qui ne peuvent pas s'inventer. Je reprends volontiers cette petite phrase de Jean Echenoz qui dit le réel en fait trop. Et c'est vrai que en tout cas le réel est tellement généreux avec les écrivains. Par exemple, dans le supermarché, au rayon bouteille, le rayon immense comme ça, vide, personne, sauf un homme avec un caddie. Et dans le caddie, il n'y a pas de course, il y a sa fille. Et un truc comme ça, oui. Là, on a envie d'être photographe, quoi, vraiment. Et bon, ça, par exemple, des images comme ça, vous notez ça. Moi, c'est des choses qui sont pour moi miraculeuses et qui produisent des images qui sont qui ont des effets de saisissement, des effets pour moi qui d'une certaine manière j'allais dire vous savez quand l'image vous la poussez très très loin dans sa description, vous arrivez à quelque chose qui devient extraordinaire, en fait. Et moi ça m'intéresse. Et puis après par exemple sur la question justement sur ce rapport au réel, au faux. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être toujours un peu en retard sur ce que... par exemple, on décrit une pièce comme ça avec du bois, comme ça, je me dis, tiens, comment on pourrait décrire ce bois-là? Je sais pas, ça... Le son, par exemple, là, une espèce de son particulier, quoi. Les odeurs, etc. Ben ça, c'est des trucs qu'on a aujourd'hui, mais qui n'étaient pas les mêmes il y a 30 ou 40 ans. Comment on peut rendre compte de ça? Moi,
cette incapacité. En fait, le problème, c'est qu'écrivain, on rate forcément à faire ce qu'on veut faire. Et c'est ça qui m'excite beaucoup, en fait. Donc, je cours après. Et donc là, évidemment, du coup, il faut être aussi dans le temps de plus en plus proche de et le tourisme, par exemple, ça m'intéresse parce que je me souviens une fois avoir vu, parce qu'on me dit toujours, ouais, vous partez toujours de tragédies, le mec qui se fait tabasser dans le supermarché, le Hazel, la guerre d'Algérie, le viol, le suicide, et là je dis, ouais, ok, je vais faire un livre des gens qui vont en vacances. Je peux pas faire mieux, hein, franchement. Là, alors j'ai regardé les gens qui vont en vacances. Et je regarde, moi-même je vais en vacances aussi. Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils vont en vacances? Soit ils s'engueulent, soit ils se font la gueule, ou alors il y a ceux qui font ni l'un ni l'autre, mais qui sont contents, ils sont en vacances comme ça. Puis vous regardez, parce que vous voyez le type, il regarde la belle sculpture comme ça, puis vous dites, mais à quoi il est en train de penser? À quoi il est en train de penser, forcément. Et là, du coup, j'ai commencé, par exemple, je fais plein de petites histoires comme ça. Je commence, par exemple, il y a un Anglais qui va à Rome. Et ben, en fait, je me suis aperçu que j'avais pas du tout besoin de description de Rome, j'ai besoin de description de l'Angleterre. Parce que quand on part, en fait, on reste chez soi. Voilà. Enfin, pour moi, cette idée que le déplacement, il est... Mais c'est pour ça que aussi, ça m'intéresse, cette histoire du rapport au paysage, et du rapport à comment on se projette parce que d'abord, c'est une question de romancier. Et puis comment on essaie de s'inventer un imaginaire pour faire changer ce réel, pour faire trembler, pour faire bouger un peu les murs. Comment les gens... le tourisme, c'est ça, quoi. On essaie de se dire que peut-être qu'il y a une autre vie possible ailleurs. Ce truc hallucinant, enfin, je sais pas, on regarde la télévision toute l'année, et puis au mois de juillet, on va tous comme ça, regarder la chapelle Sixtine, comme ça. Et qu'est-ce que ça dit de nous? Ça dit qu'on a un désir qui est vachement beau, au fond, que l'humanité, elle a un désir elle voudrait voir la chapelle Sixtine, mais elle est en boîte, dans sa boîte de sardines, et elle peut pas. Et moi, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a une époque fascinante. Bah, en tant que romancier, je dirais oui, formidable. Ce serait cynique de dire ça, mais en tout cas fascinante. Pour nous, c'est fascinant. Ouais. Sur l'élaboration de vos livres, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça commence, comment ça se mature et comment ça s'élabore, comment vous travaillez peut-être aussi là sur des hommes, vous avez passé 4 ans en effet. C'était dans la foule, 4 années. Véronique, il y a la première phrase qui est souvent un moteur. Sur le côté un peu vraiment très concret, vous êtes connu pour vous lever très très tôt et réussir à vous mettre à votre table de travail quotidiennement. Est-ce que comment ça naît et comment ça s'élabore? Est-ce que c'est un travail quotidien? Est-ce que ce sont de multiples versions? Voilà. Est-ce que vous fixez des règles ou pas? Des règles. Alors, voyons. Alors, il y a le truc déjà, c'est moi, j'ai pas un texte en cours, je suis pas très à l'aise. C'est quelqu'un en ce moment, donc vous voyez pas très à l'aise, parce que j'arrête pas d'y penser. Je suis frustrée, je suis pas bien, j'y pense tout le temps. Je me dis oh là là, il faut. Mais j'y pense tout le temps. C'est-à-dire, j'y pense la nuit. Je suis insomniaque, donc j'y pense. Normalement, comme je suis insomniaque, je me lève et j'écris. Mais comme en ce moment, je veux pas le faire parce que je me dis je suis pas prête, j'y pense. C'est entre deux livres que c'est dur quand les gens disent écrire c'est dur. Enfin, non, écrire c'est super. C'est très bizarre. Tu l'as sur les épaules pendant ce temps-là et puis tu es dans ce doute, tu avances, tu dis qu'est-ce que je fais, Alors avant, il y avait ce truc très facile presque pour moi qui était que je m'installais, j'écrivais, je m'asseyais devant soit mon ordinateur, soit un carnet et j'écrivais une première phrase. Et puis après, tout découlait de cette première phrase. Et donc quasiment tous mes romans étaient écrits comme ça. Donc il y avait une espèce de convocation comme ça assez énigmatique finalement de cette première phrase, elle m'emmenait quelque part. Que ce soit, je sais pas, par exemple dans Mon cœur transparent, la première phrase c'est la femme de Lancelot est morte cette nuit. J'écris cette phrase et je me dis mais putain Lancelot c'est importable que nom. Et alors du coup le paragraphe d'après c'est sa femme ne l'appelait pas Lancelot, elle l'appelait Paul du coup, parce que c'est importable. Et je commence avec ça, et puis qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte, et alors de quoi elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il l'a appris? Comment ils se sont rencontrés, etc. Donc il y avait une espèce de fil comme ça que je tirais. Donc je faisais comme ça, et puis tout à coup ça prenait forme, presque à mon insu, presque à l'aveuglette, ça prenait forme, et tout à coup ça disait ce que j'avais eu envie de dire.
C'était tellement mystérieux, et c'est toujours tellement mystérieux que tu touches du bois, tu dis il faut que ça continue comme ça. Et ce qui est aussi, le truc, c'est qu'en fait finalement quand tu viens de finir le livre, tu ne sais pas quoi dire sur le livre puisque tout y est, tu n'as pas encore la bonne lorgnette, tu n'as pas la bonne distance, tu ne sais pas du tout, tu n'as plus rien d'autre à dire sur le texte. Tu as l'impression que sinon tu ferais une espèce de commentaire parasite du roman. Voilà, c'est très bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Mais et là, je me suis dit, je peux plus faire comme ça parce que sinon, il y a un truc à la fois trop facile et trop. Ça serait ma pente. Voilà, cette pente, on parle. C'est un vrai problème, la pente de l'écrivain. C'est que il y a un truc que vous savez faire. Mais surtout, faut pas commencer à faire visiter son petit musée personnel. Ouais, si vous avez les 3 prochains jours, là, on peut parler de la pente de l'écrivain. Non, parce que c'est un vrai truc qui tient à cœur beaucoup d'écrivains. C'est au bout d'un moment, quand vous avez commencé à publier pas mal, vous avez des lecteurs, vous avez obtenu en tout cas que des gens vous lisent et vous suivent et aient envie de lire vos romans. Vous avez des critiques qui vous lisent, des journalistes qui vous accompagnent. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, vous continuez à écrire vos petites histoires comme ça et vous les alignez les unes derrière les autres. Ou est-ce que vous vous posez d'autres questions mais vous n'avez pas envie de choisir un sujet, parce que moi j'ai pas envie de choisir un sujet. Donc, comment vous trouvez le bon chemin pour écrire un texte qui aura du sens maintenant par rapport à ce que vous avez écrit, mais par rapport même à vous-même, en premier par rapport à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant publier un 8e roman pour moi avec ce que j'ai fait avant ? Qu'est-ce que ça signifierait ? Qu'est-ce que je veux faire ? Donc, je peux, en effet, comme d'habitude, m'asseoir devant ma table et écrire une première petite phrase, la petite musique, et hop, continuer. Mais je ne veux pas faire ça, là, actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est des vrais problèmes. Ça, voilà, c'est des énormes mal problèmes. En ce moment. Non, ça, c'est des problèmes. Là, elle est en train de soulever un lièvre terrible. Parce que ça, c'est un moment, vous voyez, vous commencez au début, alors vous avez vos petits trucs pour commencer un livre. Bon. Mais... c'est toujours des miracles. Alors vous êtes là, waouh, j'ai fait un livre, c'est incroyable, il est publié, c'est dingue. Waouh, il y a des gens qui le lisent, il y a même qui le trouvent pas mal, donc, etc. Pour l'instant, tout va bien. Vous continuez comme ça. Et puis, mais vous savez très bien, vous, les dettes que vous avez aux uns aux autres. Vous savez très bien, les écrivains que vous essayez quand même d'éviter pour le livre d'après. Ouais, des inversions, là, côté un petit peu François Bon, ça se voit un peu, ça serait bien que tu travailles un peu, travaille ta forme. Alors on travaille, on se dit, tiens, les Thomas Bernard, dit-il dans le fauteuil à oreille, alors tu rayes le dit-il dans le fauteuil à oreille, mais tu gardes le rythme, mais tu rayes ça. Bon, tout ce travail-là, on le fait. Et puis un jour, vous avez une très très mauvaise rencontre, c'est que vous dites, tiens, cette phrase-là, faut la rayer, c'est du Mauvigné. Et vous êtes là, les soucis commencent. Mais en même temps, votre vie d'écrivain commence aussi à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que voilà, la question se pose, mais pourquoi je ferai un livre de plus ? Qu'est-ce qui m'apporte ce livre de plus ? C'est là que à mon sens, c'est là que ça se corse méchamment. Mais c'est important. Alors voilà, parce que il y a puis vous savez, on sait ce que les uns et les autres font. Vous voyez plein d'écrivains qui sortent leurs livres tous les ans ou tous les 2 ans. Je leur jette pas la pierre d'ailleurs. Vous dites, bon, est-ce que c'est ça que je veux faire moi, pour moi ? Ben non. Est-ce que je fais toujours le même livre ? C'est-à-dire, non pas forcément toujours le même livre, mais par exemple, moi je sais qu'à un moment, dans la foule, c'était une réponse à la question que je me posais. À un moment, je dis, ouais, voilà, je sais faire un petit roman intimiste de 120 pages. Je sais faire ça. Je peux en faire. Bon, je vais dire, là, ça sera un homme, là, ça sera une femme, là, ceci. Bon, mais où je suis, moi, là-dedans ? Et puis, je me souviens pour moi, la nostalgie... écrire, c'est la nostalgie du désir de l'écriture, en fait. Le moment de désir d'écriture était le plus beau moment d'écrivain de ma vie, en fait, quoi. Et donc maintenant, moi j'ai pas envie de faire un livre en me disant, tiens, bon, faut que je me remette à faire un livre, là, ça fait longtemps que j'ai rien fait. J'ai envie d'écrire un livre parce que d'un seul coup, il va être beau, ce livre, et qu'il est important de le faire, puis que pour moi, c'est important de le faire. Sinon... Et c'est vrai que le problème, souvent, c'est qu'entre 2 livres, la vie devient tellement invivable il vaut mieux commencer à faire quelque chose, quoi. Mais vous assistez aux déprimes d'écrivains. Mais en même temps,
c'est bien, moi je trouve c'est des questions qui sont quand même bien, c'est pas parce que écrire en même temps c'est une grande joie tout ça, parce qu'il faut pas non c'est vrai parce que dire j'écris dans la douleur et tout ça, justement dans la série des Pentes par exemple, moi je sais que mon problème c'est que je n'écris absolument pas dans la douleur et que je peux pondre de la page très facilement et très rapidement. Et je sais aussi que ça c'est un danger. Je sais aussi qu'il y a un moment, ça je sais que je sais le faire facilement, mais je sais qu'il y a des choses que je fais moins facilement. Justement des formes plus courtes, moi j'ai plutôt par exemple la maladie, par exemple dans le détail, c'est de faire des poupées russes. C'est-à-dire alors une fois on m'avait raconté une histoire sur Proust Proust demandant à des soldats de raconter une journée de soldats. Et alors les mecs commencent à raconter, ils se lèvent, et puis bon, ils vont prendre leur petit déjeuner, tout ça. Et en fait, ils les arrêtent tout le temps en disant non mais vous vous levez de quel pied, et le sol il est comment, et le drap il est comment, etc. Donc les types ont pas le temps, il faut des billets de page pour faire la matinée, quoi. Et moi j'aurais un peu cette tendance-là. Et le problème, c'est qu'à un moment, on ne peut plus écrire des livres avec seulement ses facilités, ou ses pentes, ou même ses goûts aussi. Et à un moment, il faut dire, tiens, mais... Sauf que pour autant, on ne va pas faire non plus le livre qu'on n'a pas envie d'écrire. Donc c'est compliqué. Et puis de là à écrire pour les lecteurs, ça jamais, quoi. C'est vrai que les gens souvent disent, il faut écrire pour vos lecteurs, machin, mais sauf que vous, quand le lecteur, il ne lit pas pour l'auteur. Le lecteur, il lit pour lui. L'auteur, il écrit pour lui. Enfin, non, c'est vrai. Sauf qu'à un moment, vous êtes en face de votre truc. Effectivement, si tu sais, par exemple, que tu vas pouvoir commencer, tu vas trouver tiens, Lancelot, machin, puis après tu te dis tu vas faire Arthur, et puis après, non, tu te dis bah non. Non, c'est une vraie difficulté, et ce que je trouve très beau dans cette difficulté-là, c'est qu'au fond, ça nous repose dans le même problème qu'on avait, qu'on avait dans le début de l'écriture, à savoir comment on a voulu échapper à là d'où l'on venait, et maintenant, il s'agit de comment échapper à l'écrivain qu'on a été, comment continuer à échapper à quelque chose qui veut nous enliser, qui est un peu plombant, et comment, finalement, le travail de l'écriture, c'est comme toujours essayer de faire ce petit pas de côté qui fait que l'écrit reste vivant, quoi. Oui. Et que ça reste une aventure, que ça reste quelque chose de différent à chaque fois, quoi. Je crois que c'est sur ces propos passionnants qu'on va arrêter la conversation, la discussion. Merci encore 1000 fois. Et puis vous pouvez, donc vous allez signer, je crois, tout de suite. Donc vous pouvez vous faire dédicacer les romans, les excellents romans, récits de Laurent Mauvigné et Véronique Obaldé. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Merci à vous.